Jour, macaron, petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, rouge, maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, abatture, bâton, casserole. En français. votre goûter parfumé à la langue française. Daniela Aki Hirakawa est docteur en études linguistiques, littéraires et de traduction en français. Ses travaux sont liés à la didactique de langue étrangère en mettant l'accent sur les études du fou. Elle est professeure à la faculté de lettres à l'UFMG et aussi présidente de l'association de professeurs de français de Minas Gerais. Pour célébrer la Journée internationale de profs de français qui a eu lieu le 25 novembre, jeudi dernier, on a enregistré cet épisode pour parler un peu du rôle d'une association des professeurs et surtout de la PFMG. Salut, soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Bienvenue dans cet nouvel épisode. J'ai le plaisir d'être à côté de ma camarade, comme d'habitude, Luisa Moraes. Comment ça va, Luisa? Ça va très bien. Aujourd'hui, encore mieux avec notre cher invité. Voilà, aujourd'hui, on va faire un épisode spécial. On va recevoir la présidente de l'association des profs de français de notre ville natale, Daniela. Comment ça va, Daniela? Très bien, merci Adrien, merci Louise. Je suis ravie de pouvoir participer à ce podcast pour français. J'adore le nom que vous avez choisi pour le podcast. Oui, voilà, merci. En fait, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Et bon, d'habitude, Daniela, on commence notre podcast avec cette toute première question. Donc, dis-moi, qui es-tu à la queue de la boulangerie? Ok, très bien. Bon, vous avez déjà dit, je suis présidente de l'association des professeurs de français de Minas Gerais, la PFMG, et aussi professeure de langue française à l'Université fédérale de Minas Gerais. D'accord, très bien, très bien. On est très heureux et très ravis d'être avec vous aujourd'hui, avec toi. On se tutoie. Alors, Daniela, comme on a dit au début, tu es la présidente de l'association, mais pourtant, tu viens de l'association de profs de français de Minas Gerais, mais pourtant, tu viens de São Paulo. Alors, dis-nous, quel a été ton parcours pour être là aujourd'hui? Ok. Oui, effectivement, dès que j'ouvre la bouche ici à Belo Horizonte, les mineiros découvrent tout de suite que je suis paulistane. Je crois que mon accent me dénonce assez rapidement. Donc, je suis née à São Paulo, presque toute ma famille y habite. J'ai étudié et j'ai développé une bonne partie de ma carrière académique et professionnelle à São Paulo, c'est-à-dire que j'ai suivi la licence en lettres français, le master et le doctorat à l'Université de São Paulo. J'ai travaillé à l'Alliance française de São Paulo et avant de m'installer à Belo Horizonte, je travaillais aussi comme prof de français au Centre de langue de l'Université de São Paulo. Donc, j'ai vraiment un parcours un peu pauliste. Et en 2016, j'ai passé le concours pour être prof de français à l'UFMG. Donc, je me suis installée à Belo Horizonte en 2017. Ah, cool. Et tu connaissais déjà BH ou Non. Tu es venue juste pour le concours même? Enfin, j'étais venue une première fois à Belo Horizonte quand j'étais adolescente. C'était un voyage organisé avec la famille et tout. Mais je me souvenais très peu de Belo Horizonte. J'avais à l'époque 12, 13 ans, je crois, mais enfin, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de Belo Horizonte. Et donc, j'ai vraiment connu Belo Horizonte pendant le concours. Je suis restée une semaine, j'ai pu faire les points touristiques et tout cela. Oui, je pense que c'est une opportunité. Bon, une université fédérale, c'est très bon de travailler, je crois, comme prof. Donc, et en fait, Belo Horizonte, c'est
proche de São Paulo, hein? C'est possible de visiter ta famille souvent, je crois. Oui, ça fait 1 heure en avion. Mais c'est vrai qu'avec la pandémie, on a commencé à faire ce voyage Belo Horizonte-São Paulo en voiture. Et c'est en réalité un trajet très agréable. On a découvert des petits coins intéressants au milieu du chemin parce qu'on aime s'arrêter, boire un café, prendre un pão de queijo. Donc, on a découvert vraiment que c'était très, très agréable de faire ce trajet en voiture. Ah, c'est cool ça. Ouais. En fait, tu m'as fait penser à un livre que j'ai lu qui s'appelle Messier Ibrahim et les fleurs du Coran, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Dont le personnage, Messier Ibrahim, il fait un voyage en voiture avec le petit garçon là et il apprend ces petits garçons à passer par les petites routes au lieu de prendre les autoroutes, justement pour profiter du chemin. Oui, un road trip en réalité, n'est-ce pas? Voilà. Et là, je me souviens d'une petite histoire que j'ai vécue quand j'ai visité une petite ville du sud de Minas Gerais qui s'appelle Gonçalves. Je ne sais pas si vous connaissez cette ville. Et tu la connais? Non, Adrienne, je pense pas. Moi non plus. Non. Et là, il y a une ferme, comment on va dire? Je crois que on appelle ça une ferme de shiitake. Ah ouais. Oui. Ouais. Des champignons. De disons, champignons. japonais. Mais on dit, oui, voilà. Et donc, c'est une famille d'origine japonaise qui a cette ferme depuis des années, des générations en réalité. Et bon, pour y arriver, c'est un voyage en voiture de 1 heure pour faire, 10 kilomètres à peine. Wow. Parce que, oui, c'est une route assez compliquée. On y est allé en 4x4, par exemple. Donc, effectivement, c'est un long chemin. Quand on est arrivé, on a rencontré la grand-mère de cette famille qui a cette ferme de shiitake. Et on dit, oh là là, mais c'est très beau le chemin, c'est très agréable, mais que c'est long, hein, que c'est long. Et donc, la grand-mère, elle a dit, oh, mais c'est en fait, ce qui est important, ce n'est pas l'arrivée, mais c'est le voyage. Donc, il faut profiter vraiment de ce trajet. Ouais, donc justement, c'est le parcours, hein, n'est-ce pas? Et ouais, tout à fait. Ça change la relation avec le temps, avec les personnes et aussi, bon, notre relation qui est surtout, on est super colonisé, n'est-ce pas, en général dans la vie, dans les villes, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, c'est toujours le temps des machines un petit peu. Et là, c'est une espèce de étonnement, n'est-ce pas? Donc, il y a un monde incroyable, très beau. Et ouais, c'est génial. Oui, et surtout moi qui viens de São Paulo, parce qu'on est toujours pressé, on regarde tout le temps, on est en retard, on n'arrive jamais, quand est-ce qu'on arrive, etc. Et donc, c'est une autre relation avec le temps. Et effectivement, on s'est dit, bon, effectivement, il faut profiter plutôt de ce voyage plutôt que de regarder la montre. Ouais, tout à fait. Mais moi, tu vois, je me sens super machine au jour le jour. Et c'est horrible, en fait, parce que, je sais pas, tu vois, il y a beaucoup de différences entre São Paulo et Belo Horizonte. Oui, c'est... Bon, quand je suis arrivée à Belo Horizonte, les gens m'ont dit Belo Horizonte, c'est, je ne sais pas comment je vais le traduire en français, c'est une roça grande, n'est-ce pas, quand vous dites c'est un grand village, peut-être. Non, mais je pense que c'est une capitale qui a l'air de la campagne. Exactement. Une capitale paysanne. Oui. Les gens sont beaucoup plus, comment je vais dire, je crois qu'on a plus de temps pour regarder la nature, pour bien manger à table. Ça, c'est une chose que les Mineros apprécient beaucoup. Le repas, j'ai découvert ça pendant le concours.
C'est que le repas est vraiment sacré. On ne peut pas sauter le repas, le déjeuner. Ça, c'est impossible Non, oui, surtout pas le parmi les déjeuner. Le Gémeaux. reste, ça va, mais le déjeuner, non. Exactement. Et donc, c'est vraiment complètement différent. Je parle tout le temps de la question de circulation. Moi, je prenais, quand je travaillais au Centre des langues de l'Université de São Paulo, j'habitais à 10 kilomètres de l'université. Je prenais parfois 1 heure et demie Non, pour y mais c'est habiter. vachement, c'est énorme, quoi. Ouais, c'est fou, quoi. Mhm. Et là, non, enfin, une demi-heure maximum, on peut parcourir presque toute la ville de Belo Ah ouais. Horizonte. Oui, mais par contre, Mm. c'est ça en voiture. Hein. Par contre, le transport en commun, les transports en commun ici sont beaucoup pires que ceux de São Paulo. Hein. Ah ouais, on oui, n'a pas de métro. Ouais. Ah ouais. c'est ça. On a une blague qu'ils appellent métro ici. Mais une ligne. Une C'est ligne, terrible. ouais. C'est un train plutôt. Ouais. Mais voilà. Donc, pour ceux qui aiment les Paris-Dakar, la prochaine étape, ce sera BH à Gonçalves. Gonçalves, ça s'appelle la ville? Oui. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, une petite curiosité, Daniela. J'ai vu que tu as un nom de famille pas très brésilien, que c'est euh, Hirakawa. Hirakawa, oui. Voilà. Voilà, d'où vient ces noms de famille et quelles sont tes origines? Oui, je suis d'origine japonaise. J'appartiens à la 3e génération d'immigrants japonais. Et je ne sais pas si les gens savent, j'aime toujours raconter ça, c'est que le Brésil abrite la plus grande population de Japonais en dehors du Japon. C'est énorme. Wow. Et donc, Hirakawa, c'est le nom de famille de mon grand-père paternel, et Aki, qui est en fait mon deuxième prénom. C'est comme Daniel, c'est mon prénom japonais. C'est le prénom de ma grand-mère paternelle. Ah, wow. Non, mais je n'ai pas très bien compris, mais tes parents, ils sont venus du Japon déjà ou c'était tes grands-parents? Mes grands-parents. Donc, Ah c'est oui. pour ça que je suis la 3e Troisième génération. Ah, génération. d'accord. Ouais. C'est ça que vous dites, 3e génération, pardon. Je n'ai pas calculé. Oui. Ah, c'est parfait. Hein. Et comment c'est... Parce que moi, je suis brésilien, mais mes parents sont brésiliens. Bon, mes ancêtres, je pense qu'ils sont venus de l'Afrique et Europe, probablement. Mais bon, ici, je suis métis, donc ici au Brésil, on perd nos origines, malheureusement, euh, à cause de la Non, mais colonisation et tout. oui, mais les Mais gens me posent la question tout le temps, est-ce que tu parles japonais et tout? oui, comment c'est cette Et relation j'ai d'avoir ces très honte de origines très dire. rigides et tu sais d'où tu es venu, tes origines, c'est très rigide, très clair pour toi. Hein? C'est très clair, enfin, même physiquement et tout. Mais déjà, par exemple, moi, je ne parle pas japonais. Je parle très peu japonais. Je comprends quelques mots, je comprends quelques phrases. Mais c'est aussi un japonais ancien, parce que c'est le japonais que mes grands-parents ont appris quand ils étaient enfants. Donc, c'est un japonais qui est en fait un japonais qui n'est plus utilisé au Japon, qui a des mots qui ne sont plus employés au Japon. Et les gens me posent toujours cette question, mais tu es petite fille de japonais, tu ne parles pas japonais et pourtant tu es prof de français. Comment ça se fait? C'est ça, c'est vraiment ça. Et j'ai très honte de dire, mais Non, je pense vraiment, je ne que parle pas c'est un japonais. peu bizarre parce que la 3e génération, hein, pour moi, c'est pas très bizarre de ne pas Ouais. parler japonais. Hein. Tu es né au Brésil et tout. Hein, y a pas... Mais j'allais demander plutôt, pas directement la langue, mais cette différence, par exemple, à la maison et dans la rue, il y avait beaucoup de différences dans cette communauté japonaise et Ah, mais où vous êtes non, déjà. bon, moi, je n'ai jamais eu enfin, je ne me suis jamais vue comme quelqu'un de différent. Parce que à São Paulo, il y a une très grosse communauté
fils ou de petits-fils de Japonais. Donc, dans ma classe, il y avait toujours 2 ou 3 étudiants qui étaient d'origine japonaise. Donc, je n'ai jamais vu, disons, je ne me suis jamais vue comme quelqu'un de différent ou comme quelqu'un qui n'est pas brésilien et tout cela. Peut-être la génération de mes parents avait des sentiments un peu différents. Parce que, par exemple, mon père, il a complètement oublié le japonais que ses parents lui ont appris. C'est un peu, en quelque sorte, comme s'il avait renié la culture japonaise. Mais parce qu'à l'époque où il a vécu, c'était une époque assez difficile. Il y avait beaucoup de préjugés contre les immigrants japonais et tout cela. Il y avait encore les souvenirs de la guerre et tout. Donc, je crois que c'était aussi, c'était vraiment difficile pour la génération de mes parents. Mais pour moi et pour mon frère, vraiment, on ne s'est jamais ressenti différent. Mais c'est vrai qu'à Minas Gerais, je vois que vous avez moins de contact avec la communauté japonaise. Et assez souvent, les gens m'arrêtent dans la rue et ils me demandent si je parle portugais. Non. Oui, tout le temps, tout le temps. Mais voilà. est-ce que tu parles le portugais ou est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir quitté le Japon et tout? Mais non. C'est vrai. Et je ne suis jamais allée au Japon. C'est que je mon connais Dieu. pas le Oui, Japon. c'est de l'autre côté du monde. Donc, ça c'est drôle, mais je pense que ça c'est le petit côté paysan de Belo Horizonte. Ah ouais, tout à fait. Mais et ça, je pense que c'est pour tout, hein, des Juifs, des Italiens, Je pense que c'est bon, parce que là c'est trop petit. Bon, la ville c'est une grande ville du Sud-Est, mais c'est quand même une ville petite, n'est-ce pas, de taille. Oui, je pense que même le fait d'être à l'intérieur du pays, hein, on n'est pas dans le littoral. Donc, normalement, les migrants, ils arrivent dans les ports et restent dans la région hein, où ils arrivent, je pense. Maintenant, maintenant, j'ai dit, mais il y a quelques années, on a commencé à recevoir des Haïtiens, des Vénézuéliens ici à Belo Horizonte. Et je me souviens que c'était un peu une chose que c'est discuté, dont on parlait dans la ville, parce que c'était une nouveauté pour nous recevoir des migrants. On n'est vraiment pas habitué, dans les temps modernes, bien sûr. On n'est vraiment pas habitué à recevoir des migrants. Et on a commencé à recevoir des Haïtiens. Maintenant, je vois dans la rue beaucoup d'Haïtiens, les gens même qui parlent français dans nos supermarchés, parfois créole. Et je reste comme ça pour écouter un petit peu parce que ça m'intéresse. Mais je pense que c'est le fait plutôt d'être plus au centre non, du pays, d'un pays énorme comme le Brésil. Le centre, c'est très loin du littoral. Je sais pas. Mais ça, c'est curieux. C'est une chose peut-être à chercher ou à lire et tout. Mon beau-père, il m'a dit qu'il connaît des personnes des migrants japonais qui habitaient à Belo Horizonte, qui travaillaient dans des entreprises de minération à Belo Horizonte. Mais bon, comme ces entreprises, elles sont parties, donc tous ces Japonais qui étaient là, ils sont partis aussi au Japon. Mais il m'a dit qu'il connaissait beaucoup de personnes, beaucoup de Japonais qui habitaient à Belo Horizonte et qui travaillaient dans ces entreprises japonaises. Ouais, il faut chercher vraiment. Je savais pas. Et Daniela, pour continuer un petit peu notre conversation, quand est-ce que le français est apparu dans ta vie? Parce que là, on parle de tes origines, en fait, du Japon, et le français, d'où vient ça? Eh oui, j'ai appris le français à l'école. J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 11 ans. Et pourquoi? Parce que à partir de la 6e année du collège, du Fondamental 2, j'ai commencé à étudier dans une école qui est franco-brésilienne et qui s'appelle le lycée Pasteur. Et ce n'est pas une école bilingue, ce n'était pas une école bilingue à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait des cours de mathématiques, de physique, géographie en portugais, comme une autre école brésilienne. Mais le français était une discipline du programme scolaire.
Et comme j'étais nouvelle dans cette école, je n'avais pas suivi l'école primaire au lycée Pasteur, j'avais cours de français tous les jours pour rattraper les Wow. enfants qui avaient eu de cours à l'école primaire. Et c'est un peu ça, comme ça que mon histoire avec le français a commencé. Donc j'ai suivi jusqu'au lycée, donc ici nous Medj, dans cette école. Et quand j'ai dû choisir la carrière pour le vestibular, j'ai réfléchi, enfin, j'hésitais entre le droit et les lettres, mais je pensais à lettres anglais. Et ma prof d'anglais à l'école, elle m'a dit, mais non, pourquoi est-ce que tu ne fais pas lettres français? Est-ce que tu parles déjà le français? C'est une langue enfin, c'est beaucoup moins enseigné, mais qui a moins de profs disponibles. C'est-à-dire que vraiment, on peut dire ça, un différentiel. C'est quelque chose, enfin, qui va faire la différence par Oui, rapport aux autres candidats, c'est ça. oui, c'est vrai. Hein. Ah, génial. Ouais. Et donc, tu as entré à la fac déjà, français, portugais et français, ou Oui, déjà? oui, quand je passais le vestibular, il fallait déjà choisir la carrière et la filière. Ah, au moment de choisir, Oui, de faire l'épreuve déjà? de faire l'inscription au vestibular. Donc, on marquait Ah, wow. déjà lettres et on marquait déjà la filière que j'ai choisi de français. Ah, wow. Ici, quand j'ai étudié ici à OFMG, c'était différent. Quand je suis entré, on choisissait au moment de faire l'inscription. Après, déjà passer tous les examens et tout. Et au moment de faire notre inscription, on devrait choisir. Et je ne savais pas que je devrais faire ce choix, en fait. J'ai fait à la minute, mais au moment. Mais c'est très intéressant ça parce que je ne savais pas de cette possibilité d'étudier dans les écoles. Je ne connaissais pas ce lycée Pasteur où on pouvait apprendre le français. Hein. Normalement, ce n'est pas une langue qu'on étudie dans les écoles ici au Brésil. Oui, je crois qu'il y a très peu d'écoles, effectivement, où le français est une discipline obligatoire, ou une discipline qui fait partie du programme scolaire. Je crois que le français est plutôt présent dans les écoles d'application ou les centres pédagogiques, comme les centres pédagogiques de l'UFMG. Donc, on a l'école d'application de l'USP, on a on a le collège d'application de Juiz de Fora aussi, de l'Université fédérale de Juiz de Fora, et quelques écoles privées, surtout à São Paulo et Rio. Donc, à São Paulo, il y a le lycée Pasteur. À Rio, il y a le lycée Molière aussi. Mais c'est vrai qu'il y a très peu d'écoles, effectivement, qui offrent le français comme discipline scolaire. Oui. Ah, c'est parfait. Bon, voilà, on est très curieux. Hein, on t'a posé beaucoup de questions plus personnelles. Mais on est comme ça même. Faire comment on dit? Commérage, j'ai oublié comment on dit. Oui, commérage, oui. Commérage, voilà. On aime les commérages. Et je pense que nos auditeurs aussi. Hein. Ben oui. Mais bon, on va reprendre là le chemin, le but de notre conversation aujourd'hui. Et quand est-ce qu'il est apparu là la possibilité d'assumer la présidence de la PFMG? Comment ça s'est passé? Tu as commencé à travailler ici à OFMG et du coup, c'est apparu là la possibilité? Comment ça s'est passé? J'étais déjà impliquée dans l'association des profs de français à São Paulo. La FESP, j'étais déjà associée de la FESP depuis l'époque de la licence à la fac de lettres. On a toujours été invités par les professeurs à participer aux activités de l'association et puis j'ai continué, j'animais des ateliers de formation à la FESP. Et quand je suis arrivée à Belo Horizonte en 2017, enfin, je connaissais personne. Comme j'avais fait toute ma carrière professionnelle et académique à São Paulo, je voulais connaître des collègues professeurs de français à Minas Gerais.
Et donc, je me suis associée à la PFMG dès que je suis arrivée à Belo Horizonte. J'ai commencé à accompagner les activités de l'association. J'ai participé au bain linguistique en 2017 pour la première fois. Et en 2019, j'ai assumé la présidence. Vraiment, c'était grâce à l'appui de Lúcia Jacó, qui est l'ancienne présidente de la PFMG. C'est elle vraiment qui m'a montré le fonctionnement d'une association, l'importance de maintenir une association à l'état de Minas Gerais. Et j'ai tout de suite accepté le défi. Ah, mais c'est génial, c'est génial. On imagine, hein, il a beaucoup, beaucoup de choses à faire et toujours, bon, c'est un espace important, n'est-ce pas, dans la ville et aussi dans la vie des profs de français, n'est-ce pas? Oui, c'est un petit travail en parallèle aussi, hein. Il faut être présidente en étant prof, en étant tout, hein, que tu faisais déjà. Ouais. C'est En juste fait, un accumulé. grand travail. Ouais. Ouais. Oui, et bénévole tout le temps. Ah C'est ouais, toujours du travail volontaire. ah ouais, c'est énorme. Ouais. Alors, et quel est, bon, pour les personnes qui ne savent pas, quel est le rôle d'une association de profs, dans ce cas de profs de français, n'est-ce pas? Comment est-ce que qu'on peut penser au rôle? Oui, bon, si on pense à une association, n'est-ce pas, d'une manière générale, une association est un groupe de personnes qui vont se réunir autour d'un projet commun. Dans le cas de la PFMG, nous nous réunissons pour la promotion de la langue française, des cultures francophones et aussi pour la promotion de l'enseignement du français à l'état de Minas Gerais. Et je crois que c'est important d'emphasiser que quand on fait partie de la PFMG, on intègre un réseau de profs de français qui est mondial. Parce que les associations des différents États, ils se regroupent à la fédération brésilienne de profs de français. Et les fédérations des différents pays, ils se réunissent à la Fédération internationale de profs de français. Donc, c'est-à-dire qu'en faisant partie de l'association, on fait partie de ce grand réseau de profs de français partout dans le monde. Et donc, le but de l'association, c'est de se partager des expériences, s'appuyer les uns les autres, promouvoir des formations pour les professeurs de français, être aussi une façon de motiver les jeunes à suivre la carrière de prof de français. Donc, ce sont les rôles d'une association de professeurs au Brésil. Ah, c'est cool. En fait, je ne savais pas de ces réseaux, hein, mondiaux, un peu d'associations. Donc, quand on s'associe à cette association, on va s'associer à beaucoup d'autres associations. Exactement. Donc, c'est cool, hein? C'est vraiment créer des liens même et s'entraider. Et c'est ça. Parce que parfois, le rôle d'un professeur, c'est un rôle un peu solitaire, hein? Je ne sais pas. Oui, c'est vrai, surtout quand on est prof privé, n'est-ce pas, que on n'a pas beaucoup de contact avec d'autres collègues pour s'échanger les activités ou les ressources. Donc, c'est parfois un travail très solitaire. Et l'association, c'est un peu cet espace, un espace de rencontre. J'aimerais beaucoup discuter les choses pédagogiques, étudier quand j'étais à la fac. Et après, quand je suis sorti, c'était comme c'était moi seul contre le monde, comme ça. Il n'y avait plus d'espace pour discussion, il y avait perte parce que tout le monde, chacun va travailler à son côté pour gagner de l'argent, quoi, et tout. Mais moi, j'adore, je participe parfois. On s'est déjà rencontrés dans des événements de l'association, justement, pour offrir cette occasion de rencontrer des gens qui aiment discuter, étudier autour du même sujet, hein. C'est une manière de rester moins isolé. Et ce n'est pas
non plus, on n'a pas seulement des associés qui sont des profs de français. On a aussi beaucoup d'associés qui sont des francophones ou des gens qui aiment la langue française, qui aiment les cultures francophones, qui veulent discuter de ces questions. Et donc, pour ces personnes-là, on essaye toujours d'organiser des activités culturelles, par exemple, de promouvoir le bain linguistique pour que les gens puissent pratiquer le français avec d'autres personnes. Et donc, comme ça, créer vraiment des liens, comme tu as dit, n'est-ce pas? Créer des liens dans cette grande communauté francophone avec la Gerais. Et ça, c'est cool aussi parce que il y a cette communauté francophone, mais je sais pas, c'est pas très évident, en fait, que ça existe ici à Minas Gerais. Et je pense que même cette occasion, même de promouvoir des rencontres francophones, promouvoir d'occasions de faire une immersion dans la langue pour écouter, parler, profiter de passer du temps, ouais, parce que nous sommes très loin d'un pays francophone. Donc, c'est vraiment un travail important, je crois. Et maintenant, quand on commence à discuter, je pense, c'est comment on fait pour associer, pour quelqu'un qui nous écoute, qui n'est pas encore associé, s'il veut intégrer cette communauté, comment la personne peut faire? Alors, donc, pour s'associer à la PFMG, nous avons un site internet qui est www.apfng.com.br. Et là, vous trouverez l'onglet Devenez membre. Et bon, le site va vous donner tous les pas, le pas à pas pour faire l'inscription. Vous allez remplir un petit formulaire et les informations aussi de la cotisation, de l'inscription et tout. Ou sinon, si vous préférez avoir un contact plus direct, vous pouvez nous écrire par mail. Donc, notre mail, c'est secrétariat.apfng@gmail.com. Donc là, c'est pour les profs et les non-profs, les francophiles. Exactement. Donc, c'est une association qui est ouverte non seulement aux profs, mais aussi à tous ceux qui apprennent le français, qui veulent avoir plus de contact avec la langue, qui veulent participer aux activités de l'association. Génial, génial. Moi et Adrien, on est toujours inquiets, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a créé le podcast quand même. Et bon, on a fait déjà des expériences un peu différentes en classe, inspirées, n'est-ce pas? On a parlé de ça au début dans notre premier épisode, ouais, une classe inspirée à Escola da Ponte, que c'est une école au Portugal et donc qui réfléchit un peu sur les moyens, enfin l'école elle-même et justement c'est super intéressant, n'est-ce pas, faire partie d'une association comme la PFMG en fait, parce que là c'est justement cet espace-là de sortir, n'est-ce pas, de l'école et de rencontrer des personnes, c'est génial. Alors, c'est une occasion de vivre la langue française. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, nos auditeurs là, allez, profitez de cette occasion. Oui, vous serez tous les bienvenus à la PFMG. Et même avec la pandémie de Covid, toutes les activités qu'on fait en ligne, elles sont complètement gratuites. On s'était dit que c'était aussi une opportunité de créer des liens, non seulement à l'État de Minas Gerais, mais aussi partout dans le Brésil. Donc, tous sont bienvenus à la PFMG. Super. Et là, tu viens de parler du Covid-19 et ça a beaucoup changé à l'association par rapport aux événements et tout ça? Par rapport à la question administrative, ça n'a pas beaucoup changé parce qu'on faisait déjà nos réunions un peu à distance, par mail, WhatsApp et tout cela. Mais c'est vrai que quelques activités importantes de l'association ont été touchées. Donc, on n'a pas pu réaliser
le bain linguistique, qui est un événement traditionnel de la PFNG depuis déjà 2017. Donc, on n'a pas pu le réaliser en présentiel, mais on a essayé d'adapter ces activités à la modalité en ligne. On a créé, juste au début de la pandémie, on a créé une série de rencontres qu'on a appelées Ensemble à distance. C'est-à-dire que c'était des rencontres des profs pour se partager des ressources, des sites internet, des applications pour les cours en ligne, enfin pour discuter des astuces pour utiliser les plateformes de visioconférence et tout cela. On a aussi organisé quelques activités de formation avec des professeurs invités d'autres, comme on parlait de ça, n'est-ce pas? Donc, on a invité des professeurs d'autres États qui ne pourraient peut-être pas assurer ces ateliers en présentiel, mais qu'avec la pandémie, on a pu inviter pour offrir ces formations. On a organisé aussi quelques événements culturels à distance. On a fait comment on appelle ça, une conversation. C'était une discussion avec un griot du Burkina Faso. Et donc tout ça grâce vraiment à ces plateformes de visioconférence. Oui, ça a été merveilleux. Celle-là, j'ai participé. Ah, je m'en souviens. Je te l'ai dit. Hein. Ouais. Ah, mais c'est génial. Non, c'était une des activités les plus, vraiment les plus et en fait, commentées après. Il parlait depuis le Burkina Faso, non? Il était là-bas. Oui, exactement. Il était à Burkina Faso et la traductrice, elle était au Brésil. Voilà, et la présentation pour le public de Village-Gélac. Oui. Ouais, chouette. Ouais, cool. Et c'est drôle, j'ai discuté ça avec Louise un jour parce que la pandémie, c'était terrible. Hein. Moi, j'ai commencé à participer de quelques-uns de ces événements de l'association, mais à un moment, je ne pouvais plus rester devant mon ordinateur. Même dans mon bureau ici, c'est un lieu à éviter chez moi parce que j'en avais marre déjà. Je dis, mon Dieu, je ne peux plus regarder l'écran de mon ordinateur. Et en même temps, ça a coïncidé, ou ça a motivé, je ne sais pas, la création du podcast. Donc, je passais beaucoup de temps pour donner les cours, pour participer des formations, pour préparer les émissions du podcast, pour éditer et tout. Donc, c'était à un moment, je ne pouvais plus rester devant mon ordinateur. Mais par contre, des rencontres comme ça, c'était une chose merveilleuse. Parce que ça a été toujours possible de faire des rencontres comme ça. Pas toujours, parce qu'on a Internet et ordinateur depuis beaucoup de temps ici au Brésil. Mais on n'avait pas l'idée de le faire. Hein? De rencontrer et parler avec des personnes de plusieurs origines, de plusieurs lieux même, en même temps. Ça a été toujours possible, on n'avait pas l'idée de le faire. Hein. Donc, ça a été une chose d'ouvrir les yeux même pour voir ces nouvelles possibilités et tout. Hein. Oui, la pandémie, elle nous a vraiment poussé, n'est-ce pas, vers cette... on parle de révolution technologique, mais enfin, c'est un peu comme tu as dit, n'est-ce pas? Ces technologies existent depuis longtemps, mais c'est vraiment la pandémie qui nous a obligés à regarder, n'est-ce pas? Bon, maintenant, c'est à vous d'utiliser toutes ces plateformes et ces sites, etc. Oui, s'approprier de ça, hein, de technologie. Et même pour le podcast, on parle avec toi qui est à São Paulo en ce moment. On a déjà fait des entretiens avec des gens qui sont en France. Et donc, ce serait une chose impossible d'imaginer qu'on le ferait avant. Ces moments compliqués. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle, n'est-ce pas, de la Journée internationale des profs de français. Alors, on est profs de français tous les trois, donc c'est notre travail qu'on aime faire. Et on voudrait savoir un petit peu, enfin, pour les auditeurs, n'est-ce pas, on voudrait t'écouter parler d'où vient la journée et quel est l'objectif de la journée
Et voilà. Et donc, le 25 novembre, c'est le jour du prof de français. Nous sommes à la 3e édition de cette journée, cette année. Donc, elle est née de l'initiative de la Fédération internationale des profs de français qui coordonne un comité d'organisation. Et c'est un comité organisé par l'ambassade de France, par Wallonie Bruxelles International, l'OIF, l'AUF, TV5 Monde, RFI, entre autres. Donc, c'est vraiment un grand comité qui s'organise pour accepter et pour aider, être un peu à l'aide des initiatives locales. Et donc, les objectifs de cette journée, c'est ça, c'est valoriser le métier de prof de français, de permettre des activités ludiques aussi, qui vont permettre les échanges entre les professeurs, les rencontres entre les professeurs pour créer des liens, pour développer la solidarité. Donc, le jour du prof de français, c'est tout cela, c'est cette grande rencontre pour se partager vraiment des expériences et des pratiques. Ouais, génial, génial. Et puisqu'on parle de la journée des profs de français, on aimerait savoir, d'après ton expérience personnelle et peut-être les choses que tu écoutes en tant que président d'association et tout, quelles sont les douleurs et les délices du métier? Voilà, ça c'est la question la plus difficile. C'est vrai que à nos jours, être prof en général, c'est déjà un grand défi. Hein? Mais je crois que tout prof est un passionné de l'éducation, de son métier, de ce qu'il fait. Et nous qui sommes profs de français, je crois que nous sommes tous des grands passionnés pour cette langue. Une langue qui nous permet d'accéder à cette grande richesse culturelle, hein, ces différentes littératures, non seulement européennes, mais africaines, des Antilles. Donc, nous sommes tous unis un peu par cette grande communauté qui est la francophonie. Et cette possibilité qu'elle nous donne de pouvoir communiquer avec des personnes de 5 continents. Et je crois aussi que nous sommes toujours, comme profs, nous sommes toujours à la découverte des choses, nous sommes toujours à la quête. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête jamais. Vous qui êtes prof, vous savez qu'on ne fait jamais le même cours, parce que les écoles, les institutions sont différentes, les groupes sont différents et les élèves sont différents à chaque fois. Tout à fait, ouais. Et donc, c'est-à-dire qu'on n'a jamais des réponses, on n'a jamais des recettes prêtes, n'est-ce pas? Ça peut être en même temps très angoissant, parce qu'on n'a pas de réponse figée, prête, mais en même temps, ça nous oblige toujours à être en mouvement. On doit se réinventer tout le temps. C'est vraiment un dynamisme. Et je crois que ça, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on est passionné pour ce métier. Oui, ça c'est vrai, hein. En fait, c'est drôle parce que je suis prof depuis 2000. Ça fait peut-être 6, 7 ans. Et toujours quand le premier jour des cours dans une nouvelle classe, toujours j'ai un petit peu le trac. Oh, je sens un peu froid au ventre, j'ai un Mal au peu la ventre. gorge qui est un peu fermée. Toujours, il y a cette petite anxiété même du nouveau, hein, quand on est devant une chose nouvelle. Donc, c'est vraiment chaque fois une découverte. Même. Il a même toutes les sensations de la découverte, même l'appréhension. Tout à Et fait. ces moments d'examiner, se présenter, voir comment ils vont réagir, voir comment ça va passer cet échange. Hein. On travaille avec les personnes
pas seulement avec la langue, mais avec les gens. Ouais, ouais, tout à fait. Je pense que cette rencontre avec de personnes différentes, avec chaque subjectivité, enfin là, pour moi, c'est la plus grande chose, je pense. Ça, c'est ce qui apporte du sens. Et parce que il y a la passion pour le métier, mais aussi on n'est jamais seul en fait. Et donc, et c'est toujours cette rencontre, cet échange, n'est-ce pas? On apprend beaucoup et pas seulement de la langue, mais de la vie en fait, n'est-ce pas? Et utiliser la langue pour ça, n'est-ce pas? Pour connaître l'autre et pour nous présenter. En fait, là, je pense que c'est vraiment beau, n'est-ce pas? Ouais. Et on n'est jamais fatigué, n'est-ce pas? Parce que comme c'est toujours des nouvelles situations auxquelles on fait face, euh, on n'est jamais ennuyé, n'est-ce pas? Par les cours, par les élèves. Euh, parce qu'il y a toujours cette idée de renouvellement. Hein? Donc, on aura toujours un autre groupe le prochain semestre, d'autres étudiants le prochain semestre. Et il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman où il dit quand on se pose, on est mort. Et c'est un peu ça que vous avez dit, effectivement, parce que le premier jour de classe, c'est toujours cette découverte. Hein. On ne s'arrête jamais, c'est un peu la vie. Ouais, tout à fait. Et ce que tu as dit, on ne donne jamais le même cours, la même classe, c'est toujours différent en fait. Et là, pour moi, c'est le plus intéressant. Donc, il n'y a pas de guide en fait, n'est-ce pas? Et pouvoir changer, pouvoir faire différent et pouvoir apporter des choses à chaque personne qui est... Bon, enfin, bref, je trouve... génial, ça. Maintenant, notre émission, c'est une espèce d'éloge, n'est-ce pas? Éloge au métier, à la profession. Ouais. Petite thérapie en groupe. Non, mais il y a des douleurs, bien sûr. Hein. Donc, mais non, c'est une balance toujours. Hein. Oui, mais les délices, elles font valoir la peine. Là. Ah ouais. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon, on arrive à la fin, hein. On doit finir un jour notre conversation. On a déjà pris beaucoup de temps. En fait, on aimerait savoir, est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas faite et que tu veux répondre, ou une information qu'on n'a pas demandée que tu penses important de transmettre aux gens qui nous écoutent? Oui, donc une question que j'aimerais répondre, c'est que bon, quand est-ce que la PFMG elle a été fondée? Et beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de l'association. La PFMG est la première association des professeurs de français du Brésil. Elle a été fondée en 1954. Donc, nous, mineiros, n'est-ce pas, nous pourrons être fiers vraiment d'avoir la plus vieille association de profs de français du Brésil. Mais c'est génial. Mais ça fait longtemps alors, hein, 54. Ouais, c'est génial. Oui, ça fait vraiment longtemps. Incroyable. Ouais. Oui, on va fêter en 2024, on va fêter les 70 ans, c'est ça, 70 ans de l'association. Ouais, c'est génial. Je me souviens aussi que normalement, en fait, l'anniversaire de l'association, hein, je pense que j'ai déjà participé normalement, il y a un atelier, une chose comme ça, et après, il y a... Un dîner. Non, pas un dîner, mais un apéro. Oui, on a fêté les 65 ans, si je ne me trompe pas, les 65 ans de la PFMG. Oui, voilà. Donc, pour oui, ceux et on qui nous prévoit écoutent... déjà. Voilà. On prévoit déjà une grande fête en 2024. Donc voilà, allez, profitez. Vous avez le temps de vous associer pour ne pas perdre la fête. Oui, surtout après la pandémie, c'est ce qu'on veut faire le plus, n'est-ce pas? On veut se rencontrer, faire la fête. Ouais, tout à fait. Non, s'il vous plaît. Hein. S'il te plaît, il faut qu'on fasse la fête parce que j'en ai marre de
rester isolé. Oui, Ouais. désolé, on ne comprend plus. Ouais. Alors, comme on arrive déjà à la fin, la dernière question qu'on fait d'habitude, c'est qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Ça veut dire, qu'est-ce que tu nous indiques comme lecture, série, film, podcast? En fait, peut-être je vais donner une indication un peu datée, mais comment on parle de métier de prof, hein, du métier de prof de français ou de prof en général, j'indique un documentaire de 2002 de Nicolas Philibert qui s'appelle Être et avoir. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Non, je connais pas. Non, je connais Non? pas. Non, Ah, d'accord. non. Je pensais que je faisais une indication un peu évidente. Ça va, je suis contente. Non, Pas mais du quand tout. même, pour les auditeurs, même si on connaît déjà, je pense que les classiques, n'est-ce pas? Il y a toujours des canons, en fait, on doit diffuser, hein. Oui, effectivement. Et donc, ce documentaire, Être et avoir, c'est un documentaire qui accompagne un instituteur dans une petite commune rurale de l'Auvergne, je crois, de l'Auvergne. Et dans cette petite commune, c'est très fréquent d'avoir un prof qui s'occupe de toutes les classes de l'école primaire. Donc, lui, il s'occupe d'une quinzaine d'étudiants et qui vont de la maternelle jusqu'au moyen 2, par exemple. Oui. Et donc, il accompagne un peu le jour au jour, la relation avec les enfants, la relation avec les parents des enfants, les difficultés pour arriver à l'école, parfois, des transports et tout. Donc, je vous indique vraiment ce documentaire. C'est très, très bon. Ah, parfait. Merci beaucoup. Ah, génial. Donc, quand tu as commencé à décrire, je pense que j'ai déjà peut-être une bande-annonce. Ça me semble quelque chose, ouais. Mais génial, super, on est super, super contente. On a beaucoup aimé la conversation Oui. et on te remercie et pour ta disponibilité d'être aujourd'hui avec nous et de parler des listes de douleurs, des origines, de l'association, du boulot. En fait, c'est moi qui remercie. C'était très agréable. C'est la première fois que je participe à un podcast comme ça. J'étais un peu nerveuse au début. Mais vraiment, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de pouvoir parler de la journée des profs de français et du métier des profs. Ouais, alors des papillons dans l'estomac comme le premier jour de classe, hein. Le premier Oui. podcast. En fait, ça me fait penser aussi dans notre premier podcast, hein, Louisa, Ah l'épisode. ouais, Ça a tout à été fait. terrible, Ouais. hein, pour Non, nous. les premières semaines, les 3 premiers enregistrements de l'épisode, on avait des papillons à l'estomac, quoi. C'était Oui. toujours. En fait, je pense qu'après un mois qu'on a commencé à se dire, ah, maintenant, je pense que je suis plus à l'aise Ouais. dans ces rôles. Et tout. Mais je me souviens que le tout premier, ça c'est une chose que nos auditeurs ne savent pas, je pense. On l'a refait, hein. On a enregistré une fois. Après, on a écouté, on dit non, ça ne marche pas. On est très, on a trop le trac. Tu vois, on bégaye tout le temps. On ne sait pas. Il y a beaucoup de moments de silence. On ne sait pas quoi dire. On avait trop la honte même. Ouais. Donc, on l'a refait pour que ça soit un peu mieux et tout. Voilà, donc tu es toujours invité. Si tu veux faire tu veux parler une deuxième fois avec nous, on est là, enfin pour toi, toujours Ouais. disponible et ça marchera, bon, ça sera plus, plus léger. Oui, voilà. Bon, merci Ça sera un beaucoup. plaisir, merci. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent, qui nous accompagnent jusqu'à ce moment-là. Comme d'habitude, vous aurez des informations supplémentaires sur notre Instagram, @ponfrançaispodcast. Et on va mettre l'indication de Daniela.
on va mettre des vidéos comme d'habitude. Donc, suivez aussi l'Instagram de l'APFMG. Hein. Et on va les taguer. T'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez les vérifier. On va taguer tout le monde là-bas dans nos posts. Hein. Voilà, bon, merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Au revoir. Ciao. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine.